la version longue. Cette semaine, je reçois Lucie Mercier, qui est une artiste visuelle que j'ai rencontrée récemment dans le cadre de Trace, qui est un programme du Conseil des arts de Vaudreuil-Soulanges, la MRC, qui vient mettre en scène des artistes, on va dire émergents, des gens qui s'affichent comme artistes pour la première fois ou qui sont en leur début. Donc, je faisais des portraits de chaque artiste. Et j'ai rencontré Lucie et en discutant, elle me parlait beaucoup de sociologie. C'est une sociologue. Elle a enseigné la sociologie longtemps au cégep. Elle a fait des maîtrises, là-dedans. Et puis, je trouvais ça vraiment intéressant, tout son bagage de sociologie et son lien avec la culture, parce que son art est très axé sur ses réflexions sociologiques, sur toutes ces années-là de réflexion. Et donc, c'est des réflexions sociologiques sur la culture. Elle appelle ça la culture seconde. On va en parler très rapidement dans l'émission. Ça met la base après ça de toute l'émission. On a découlé sur plein de trucs, sur les cultures, comment la place de l'art là-dedans, la place de l'humain avec la culture, la société. C'était vraiment intéressant. Une super belle rencontre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Lucie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'accueillir. Mais donc, pour replacer un peu, tu as comme deux facettes, l'artiste et la sociologue. Oui. Donc, je ne sais pas par quoi, on pourrait commencer peut-être par l'artiste, vu que c'est là qu'on s'est connu, tu sais, mais, mais l'artiste est venu plus après, en fait. Moi, ma réponse au départ, ce serait de rappeler mon adage. C'est-à-dire que peindre, pour moi, met un laboratoire pour expérimenter l'infinitude de la lumière. Mais lorsque j'inscris cette phrase, je mets lumière avec un L. C'est-à-dire que, évidemment, qu'à titre d'artiste, au plan technique, au plan de découverte et du mélange des couleurs, on jongle beaucoup avec la lumière, dans le sens chromatique. Hein? La lumière, les couleurs de base, primaires, le noir et le blanc. Mais le terme lumière aussi renvoie à le regard sur le monde. Le regard sur le monde, ce qui m'amène aussi à expliquer et vouloir expérimenter moi-même ce que c'est la sociologie dans le domaine des arts comme tel. Alors, à ce sujet-là, le sens du mot « lumière » naît avec la Renaissance, le développement de l'humanité et sa confiance en l'humanité, le romantisme et tout, auquel va se connecter évidemment l'essor des arts à titre de révélation de l'humanité, mais aussi l'éclosion des sciences humaines et sociales. Et c'est là que la sociologue veut expliquer aussi sa démarche à titre à la fois d'artiste, mais de sociologue. Donc, à ce sujet-là, lors de notre dernier balado, j'avais parlé un peu, évoqué un peu ce qu'on appelle le phénomène de la culture, mais la culture seconde. Oui, c'est ça. Ça, c'était un des trucs qui m'avait marqué dans notre rencontre. Oui, mais je mentionnais que c'est un volet de la qualité humaine de se mettre dans un état second, mais sociologiquement, ce n'est pas ça exactement. C'est-à-dire que ça renvoie au phénomène de la culture en général, ce qu'on appelle l'ensemble de manières de penser, d'agir et de sentir en société, mais qui peut se scinder en deux concepts. La culture première, donc, qui relève beaucoup plus du sens commun, des traditions, les habitudes de vie, bref, ce qui est quotidien. Mais la culture seconde renvoie beaucoup plus à le regard de l'artiste et du scientifique, comme tel. Okay. Alors, le regard de l'artiste, lui, d'une façon, l'essence de l'artiste, c'est de divulguer des réalités qu'on n'avait pas vues d'une certaine manière. Évidemment, je parle de voir parce que je suis particulièrement une artiste en art visuel, je suis peintre en soi. Alors que
pour le scientifique, on peut établir aussi une relation, c'est-à-dire que le scientifique aussi va amener un regard nouveau sur la réalité, mais par la méthode, la découverte, l'application. L'artiste, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va explorer, il va innover en soi, mais il n'a pas cette nécessaire besoin d'atteindre un but, qui est la découverte c'est ça. en soi. C'est ça, parce qu'il y a plus aussi un rôle de digestion, tu sais, je dis le mot, mais d'observateur, donc de prendre un peu ce qui se passe et de le mijoter et de le renvoyer ça, mais à sa façon, dans son prisme. Tu sais, fait qu'il n'y a pas un but non plus nécessairement. C'est-à-dire que si on parle du scientifique, que je suis aussi, c'est ça. parce que la sociologie, c'est une science. Il y a des principes universels dans la méthode scientifique. Hein? C'est l'exploration, c'est l'expérimentation, c'est l'application, c'est aussi appliquer une hypothèse, essayer de la démontrer, mais en découvrir des nouvelles. Alors, il y a nécessaire rigueur, puis il y a besoin de causalité. Qu'est-ce qui cause cela? Si je fais une petite parenthèse encore avec la sociologie, quand je dis que la sociologie, c'est une science, c'est une science à cause de la méthode. Maintenant, ce qu'on essaie de mesurer et de quantifier, c'est très difficile à quantifier, comme on peut quantifier le mouvement des planètes, par exemple. La dynamique du mouvement des planètes. Parce que ce qu'on observe en sociologie, c'est l'être humain, qui est on appelle une unité psychique. OK? Donc, chaque être humain a ses particularités, mais qui évolue dans un cadre social qui, lui, va lui transmettre des normes, qui va l'encadrer. OK, c'est ça. Alors que l'artiste, en soi, lui, sa démarche, c'est de dégager ce qu'il y a de singulier à l'intérieur de lui-même et le transposer dans sa faculté de découverte, oui, mais qui va essayer de jeter un regard inusité sur la réalité, en soi, par la sensibilité, la sensation. Oui, c'est ça. Fait que, mais voilà, je trouve qu'on est, on a une belle mise en table, là. Mais avant de s'enfoncer, je voulais aller plus sur une espèce de petite bio. En fait, tu sais, en fait, qu'est-ce qui t'a amené vers la sociologie à vouloir aller étudier là-dedans? Tu sais, est-ce qu'il y a ça partait de où, ça? D'une façon, si on parle de mon enfance... dans mon environnement familial, on discutait beaucoup politique. OK? Et mes parents sont francophones, canadiens, français de descendance, devenus québécois. Mais il y avait une influence aussi américaine en provenance de ma mère. Et on était très ouverts sur la culture américaine. Donc, on s'inspirait beaucoup de ce qui se discutait via les médias et j'avais accès aussi à la culture, à la langue anglaise. En soi, la première bibliothèque que nous avions, la première encyclopédie, elle était en anglais parce que mes parents avaient décidé de... Et ce qui m'a forcé aussi à m'intéresser beaucoup à ce qui se discutait dans les médias déjà à l'époque. Mais ce qui m'a amené aussi, c'est que d'une façon naturelle, j'avais des préoccupations. Je posais des questions un peu philosophiques, disons. Et pourquoi l'injustice? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi que la voisine, de l'autre côté de la voie ferrée, vivent dans la pauvreté? Donc, c'était inné un peu à moi, cette vision, cette façon de s'interroger sur... pas uniquement dans mon univers privé, mais ce qui se passe autour. Qui se passe autour. C'est ça. Il y avait déjà ce sentiment-là qu'il y a des choses qui se passent qui étaient hors de... Parce que quand on est enfant, notre bulle familiale, c'est quasiment notre petite société. Des fois, assez jeune, on ne se rend pas trop compte de ce qui se passe autour. Oui, puis dès l'instant que je me suis inscrite au cégep, je me souviens, avant ça, quelques mois plus tard, j'étais partie en voyage en Jamaïque. Seule. Puis je m'étais acheté le livre de Jean-François Revel, un sociologue français.
Puis je l'avais digéré, je comprenais pas tout, mais je voulais. Et déjà en m'assoyant dans les classes au cégep, je me disais, je deviens sociologue. OK. Ouais. Ça, c'est assez... Oui, c'était... c'est assez clair, oui, ça. c'était acquis. C'est ça. Puis au Québec, ça c'est pas... La sociologie était arrivée un peu après dans les universités, tout ça. Là. J'avais vu avec... c'est qui était le... Il y en a un qui est décédé l'année passée, là, qui était comme un... Guy Rocher. Guy Rocher, oui, Oui. c'est ça. J'ai vu un peu. J'ai lu un peu sur lui parce que je connaissais pas trop, en fait. Le nom me disait de quoi, mais j'étais pas trop... c'est ça. Mais elle est arrivée, si on parle du développement d'une sociologie québécoise. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, on recevait un peu l'enseignement de l'influence française. C'est ça. Mais si tu permets, puis qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que j'étais comme déterminée, mais j'avais quand même passé une entrevue pour devenir travailleuse sociale. OK. Mais j'avais raté l'entrevue. Et j'étais contente parce que j'avais une cousine qui était travailleuse sociale, puis je l'écoutais parler des fois, puis à ce moment-là, je me disais, mon Dieu, ça doit être difficile quand tu arrives chez toi le soir. Hein? Ouais. Et penser aux problèmes que tu laisses dans la journée, les cas problèmes, ces enfants maltraités, etc. Je me disais, non, je n'ai pas cette capacité, cette suffisance en termes de sensibilité froide pour me dégager de ça et d'oublier rendu chez moi. Ouais, ça, j'ai l'anxiété un peu de l'artiste. Ouais, déjà. c'est ça. C'est ça. Excuse-moi. Oui. Non, mais c'est parfait. Mais tu sais, parce que moi, j'ai croisé à travers les années, ça fait 15 ans, tu sais, j'en ai croisé beaucoup d'organismes communautaires, donc du monde en relation d'aide. Puis des fois, c'est ça, je leur lève mon chapeau parce que ça doit pas être tout le temps évident de. On finit la journée, mais les gens qui ont des problèmes, eux, ça finit pas, tu sais, mais mais en même temps, il faut pas que tu traînes ça tout le temps avec toi parce que. Je veux dire, tu n'arriveras pas à vivre avec tout ça. Là. Tout à fait. Et donc, c'est ça, ce qui m'avait marqué dans notre rencontre, c'est que, bien, surtout dans le cas de Trace, où on a, c'est principalement une vitrine pour des artistes qui débutent ou qui commencent. Donc, souvent, quand je fais les entrevues, leur réflexion est aussi dans des commencements, tu sais. Donc, souvent, je faisais l'entrevue, un peu sur la vision de leur art, la vision de tout ça, puis ils sont en train, tu sais, d'essayer de comprendre le geste qu'ils posent. Mais quand je suis arrivé face à toi, il y avait déjà toute cette profondeur-là. Je pense que c'est ça qui m'a un peu déstabilisé puis qui a fait qu'on a fait une entrevue aussi longue, parce que là, ça amenait il y avait toute ta carrière en sociologie, de lecture, d'approfondissement pour arriver à cet aboutissement-là. Donc, il y avait quelque chose qui m'avait comme... fait, OK, on est dans une autre sphère malgré que... Si on parle de mon parcours académique, OK, artiste aujourd'hui, je suis un peu comme Howard Baker, là, un sociologue artiste américain qui est assez reconnu, là, du moins en Europe. Et... en termes de parcours académique, j'avais fait complété une maîtrise en sociologie et en évaluation qui traitait de l'évaluation sociale de la robotique industrielle. À l'époque, c'était les débuts. OK? Donc, on parle de l'implantation de la robotique, son institutionnalisation, le développement des ingénieurs qu'on appelait roboticiens à l'époque. Mais derrière tout ça, il y avait toute la mythologie et la légende du robot qui était derrière. Donc, le robot, c'est une mécanique qui remplace l'humain dans ses tâches destinées en milieu industriel ou qui peut en être son extension. OK? Donc, ça devient un peu comme un médium, mais une figure, une utopie jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il remplacerait l'humain dans des tâches difficiles, répétitives, dangereuses, et tout ce qui lui resterait à faire, c'est finalement être un artiste. Ouais, c'est ça. Donc, ça aussi entre la notion de liberté, d'affirmation de soi, advenant que la technologie, dans ce vers quoi on la destine, nous les humains, elle nous permettrait, OK? En nous libérant. Ouais. Ça va? Ouais. L'autre aspect, c'est que j'ai réalisé aussi un doctorat sur le phénomène, qui traitait du phénomène de l'individualisme. OK. OK? Ma thèse de doctorat, donc, traitait de l'individualisme
Et j'établissais des espèces de liens entre le phénomène de la mode et le phénomène de l'État. Ce qui est assez rigoureux au plan intellectuel, c'est-à-dire que c'est très théorique. Mais dans mes démonstrations, j'essayais de démontrer que l'État, en décloisonnement les identités humaines, qui est une institution, disons ça de même, en parlant de la démocratie libérale, dégage finalement l'affirmation identitaire, alors que la mode, au moment où je commençais ma thèse, donnait lieu à un style éclaté des modèles. Et à travers ça, il y avait un auteur, sociologue, Gilles Lipovetsky, qui lui disait « Désormais, la mode est à la liberté, tout est mode, etc., etc. » Lui s'est repris plus tard pour dire « Non, c'est pas tout à fait ça. » Et moi, je ne reconnaissais pas du tout cette réalité, et c'est là que j'ai décidé de contester cet auteur qui avait publié L'ère de l'individu, très à la mode aussi, là. Et j'avais décidé je me suis soumise une question, comment penser la mode? Et j'ai écrit 350 pages à ce sujet-là. Fait que c'est comment qu'on résume donc, ça, c'est la notion de liberté. Oui, c'est ça. L'affirmation de soi, OK? Et à ce sujet-là, ça me ramène à essayer de comprendre, puis d'expliquer et de vivre moi-même qu'est-ce que c'est être un artiste et qu'est-ce que l'art. OK. C'est ça. Là, j'essaie d'assimiler tout ça. Oui, OK. Mais donc, c'est ça, parce que la mode, dans le fond, si je comprends, c'est ça, c'est que la mode amenait, vous dites, c'est là que ça se libère. Certains auteurs affirmaient que l'individu pourrait s'affirmer un peu plus via le phénomène vestimentaire, l'affirmation de soi, la libération des corps, etc., du corps humain. Mais dans les faits aussi, ce que je démontrais, c'est que non, l'être humain, s'inspire encore et encore influencé par les normes sociales qui dit que telle personne qui émet des critères de beauté. Et dans les faits, effectivement, qu'il y a toujours un taux très élevé de recours aux chirurgies esthétiques, même aujourd'hui. 30 ans après ma thèse, que l'hypersexualisation, on en parle moins de ce temps-ci, mais ça demeure une réalité. Et les chirurgies esthétiques, donc, même chez l'homme, hein? Même chez l'homme. Donc, ça, on ne parle pas de liberté sans faire un jugement de valeur. Non, c'est toujours cette quête de beauté, de rajeunissement qui s'impose encore. Oui, puis là, il y a un groupe... Via le discours de la mode. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a un groupe sur Internet présentement qui vise beaucoup les jeunes hommes. Là, le titre existe juste en anglais, là, parce que c'est le même ça se propage sur le site, mais c'est « Looks Maxing ». Donc, comment maximiser le look, là, si je le traduis. Mais c'est assez dangereux, leur discours. Là, ils vont loin même à se donner des coups de marteau dans le visage pour essayer d'avoir des visages plus carrés. C'est assez... c'est un sous-groupe assez weird présentement, puis ça commence à faire jaser beaucoup. Mais ça cible beaucoup les jeunes hommes, le corps, avoir une apparence pour attirer les femmes, attirer les regards sur eux, puis avoir un look, selon eux... parfait, selon les normes. Là, ils vont sortir plein de... Oui, je ne connais pas ce site, mais on sait que quand même, là, il y a une montée d'un certain mouvement masculiniste qui développe aussi un standard en termes d'apparence, de manière d'être, de s'exprimer. La barbe. Oui, c'est ça. La barbe, à exercer une certaine autorité, etc. C'est une espèce, d'après moi, de rétroaction face à une quête identitaire chez le jeune homme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je n'excuse pas le mouvement du tout. Non, mais c'est sûr. Excusez l'anglicisme, c'est un backlash, d'après moi. Oui, qui est une espèce de retour de balancier. Parce qu'on est quand même dans une société dans laquelle, moi, je me dis, l'art ne sauvera pas le monde, mais va sauver l'humain. Oui. Parce que cette société-là, elle est désemparante, parce qu'elle offre trop de repères aux individus.
trop de repères, des repères éclatés, et parmi lesquels ces repères-là sont très discutables parce que non plausibles, utopistes, rêveurs. Les repères solides, ce sont des repères plutôt axés sur une cohésion en société. Donc, une espèce d'harmonie entre les formes de vie familiale, les formes de vie politique, et aussi une économie égalitaire. Mais là, on est loin de ça. Ouais, c'est ça. On est loin de ça. Et puis, c'est ça, comme l'Internet était comme et comme le problème de sa qualité, dans le sens que d'avoir accès à tout, d'avoir accès à plein de cultures, d'avoir accès à plein de gens, il y avait comme quelque chose d'intéressant, d'avoir du contenu, d'avoir des trucs, mais c'est devenu aussi une bébite à attirer les regards pour faire de l'argent, pour faire de la publicité. Ouais. Et donc, des sous-groupes de gens se forment. Et là, c'est comme... c'est ça. Et le looks maxing, juste pour terminer, c'est comme une sous-branche du masculinisme là, qui se passe. Okay. Là, c'est dans les nouvelles, surtout aux États-Unis un peu plus. Là, il y a un jeune Américain qui est comme un peu le leader là-dedans. Il est très, très critiqué présentement. Ben, ce qui peut être, si tu permets, ce qui peut être inquiétant là-dedans aussi, c'est... Et les sociétés dans lesquelles il y a des régimes totalitaires en ce moment, autoritaires, très, très patriarcaux, c'est-à-dire dans lesquels c'est l'homme qui domine, même le régime politique. Ouais. On le voit en Iran, là où ce n'est pas la majorité de la population. Donc, visiblement, on le voit aussi dans les médias. Dans l'espace public, ce sont surtout des hommes assis à leur assemblée politique, ce sont surtout des hommes. La Chine, en Chine en ce moment, c'est une société patriarcale. Ils sont, je ne sais pas combien de députés, enfin, je ne sais pas comment les nommer, mais ce sont surtout uniquement des hommes, quelques femmes. Donc, derrière ça, il peut y avoir aussi une idéologie. Une idéologie, pas une idéologie, mais je dirais une valeur masculiniste en soi. Puis, ce sont des sociétés qui sont tellement contrôlantes auprès des êtres humains dans leur personne, dans leur individualité, que moi, ma crainte, c'est que inconsciemment ou d'une façon directe, il y a une espèce de propagande qui s'alimente mutuellement. Oui, c'est ça. En parlant du mouvement masculiniste. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose je ratisse un peu large peut-être, mais c'est sûr que là, le point commun, c'est l'autorité masculine. Comment elle doit s'afficher, sauf que dans des sociétés comme les nôtres, l'autorité masculine, elle est brassée actuellement, compte tenu de l'égalisation des conditions de la femme. Qui n'est pas complètement acquise, mais non, enfin. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais à ce sujet-là, une pathologie qu'on peut voir, c'est un terme qu'on utilise en sociologie, une pathologie sociale, c'est qu'il y a encore beaucoup de féminicides. Ouais. Il y a combien de femmes au Québec qui ont été tuées depuis le début de 2026? C'est épouvantable. C'est épouvantable comme chiffre. Puis moi, je suis une des premières qui a fait de la recherche sociologique sur la violence conjugale. Ah ouais, hein? Oui, mais j'avais dû laisser parce que je commençais l'enseignement à l'époque. OK. Avec les filles, ça. OK. Ouais. OK, mais ça m'intéresse. Peut-être qu'on y reviendra. Parce que là, on a comme pris un petit détour, là, mais ça m'intéresse le côté, parce que c'est sûr que là, je suis très, très sensibilisé, surtout avec les féminicides, ça, parce que là, ma copine, elle travaille pour un centre d'hébergement de femmes victimes de violences. Fait que là, c'est beaucoup dans mon quotidien, on en parle beaucoup, là, mais on en reviendra parce que je voulais compléter, là, on a parlé de ton doctorat, ça, mais l'enseignement a fait partie de ta vie, là. Dans le fond, tu as enseigné principalement au cégep? Oui, j'ai enseigné au cégep, cégep de Saint-Jérôme, mais j'avais débuté avec les filles. OK. Après ça, j'avais une tâche à André Laurando. Okay. Et à l'époque, c'était très restreint comme marché d'emploi. Ouais. Devenir sociologue à l'époque, c'était une aventure. Non, c'est ça. Tout le monde me disait qu'est-ce que tu vas faire avec la sociologie, mais avec la
professionnalisation des emplois, la sociologie, c'est mieux ancré dans le monde du travail. Je ferme la petite parenthèse. Ouais, c'est ça. À ce sujet-là, donc, à un moment donné, je passe une entrevue. On m'a engagé au cégep de Saint-Jérôme, au cégep dans l'ouest de Montréal. J'ai un petit blanc de mémoire. L'ouest de Montréal. Mais il n'y a pas de John Abbott. Non. Ça, c'est l'anglais, mais je sais pas. Non, c'est un cégep francophone. Okay. J'ai un petit... Moi aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Et finalement, on m'engageait pour les deux. J'ai dû trancher. J'ai tranché pour Saint-Jérôme parce que les conditions étaient meilleures. Okay. Mais je me disais, je suis de passage. Parce qu'à l'époque, je voulais réaliser ma thèse et tout, là, compléter un doctorat et tout. Alors, ceci dit, j'ai enseigné surtout là, mais aussi, je me suis impliquée beaucoup dans le domaine universitaire. J'ai fait quelques petites conférences, communication. J'avais fait aussi une leçon de sociologie. Mais aussi, je me suis nichée à un moment donné parce que j'ai fait partie du conseil d'administration de l'Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française. Okay. C'était tous des universitaires comme membres du conseil. Mais moi, la prof de cégep. Mais à un moment donné, j'ai eu l'occasion de devenir présidente. OK. Oui, présidente. C'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était une belle expérience. Et au sujet de la socio, puis son accessibilité, puis aider à l'art peut-être, à un moment donné, j'avais organisé une table ronde. Okay. Sur la place de la sociologie dans les médias. OK, là, on est en 2004. Les sociologues, à l'époque, on avait un langage très conceptuel, plus hermétique. Et j'avais le souci que la sociologie s'exprime dans les médias. Là, on parle d'avant Internet de façon élaborée comme aujourd'hui. Et je me souviens, j'avais invité Denise Bombardier, Serge Bouchard, qui sont décédés aujourd'hui. Et ça avait été très, très intéressant. Et je ne sais pas si ça a été un élément déclencheur à un moment donné. Là, puis de plus en plus, on voyait les sociologues et entendait les sociologues dans les médias. On parle des médias traditionnels comme tel. Alors, il y a une importance de ça. Et à ce sujet-là, une importance de la visibilité du langage sociologique pour permettre à l'être humain de mieux se situer dans cette société éclatée, dispersante. Ouais. Au plan humain, individuel. Et tantôt, je peux continuer? Oui, mais c'est ça. Tantôt, quand je disais que l'art ne sauvera peut-être pas le monde, mais va sauver l'humain, c'est que si on en revient aujourd'hui au mode de communication qui est Internet, au plan anthropologique, donc, c'est un phénomène anthropologique. L'humain communique directement de différentes manières, en temps réel, en temps différé et tout. Mais à ce sujet-là, avec l'intensification des algorithmes, dans le fond, ce dont tu parlais tantôt, qui peut être amené au capitalisme de surveillance, tout est enregistré dans ce qu'on fait. On retrace nos recherches, nos idées, nos photos. Bref, c'est tout récupéré par les algorithmes pour en faire des fois des moyens pour soutenir les entreprises publicitaires, développer de nouveaux produits de consommation. Mais c'est plus que ça. Là, j'en reviens à la question de l'art comme tel. C'est que les algorithmes sont devenus tellement rapides, une efficacité qui, finalement, en viennent à te suggérer. Oh oui, sans arrêt. Faire des suggestions sans arrêt. Bref, à définir ce que tu devrais penser jusqu'à un certain point. Mais exercer l'art sans être un artiste nécessairement reconnu, ça permet à l'humain de décider par lui-même quand il va compléter, quand il jugera que son œuvre est complétée. Donc, il est dans son univers intime et il n'est pas influencé comme tel dans la mesure où on exerce vraiment une activité artistique
en soi. Donc, ça nous permet de se dégager de tout cet univers de suggestions, de décisions que nous imposent quasiment à prendre, n'est-ce pas, les algorithmes. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Oui, mais oui, ce que je semble comprendre, tu sais, c'est un peu ce qu'on vit, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on se fait mettre en boîte aussi par l'algorithme. Tu sais, c'est que la découvrabilité de d'autres intérêts, de d'autres trucs, et des fois, il est difficile. On se fait tellement cibler dans « Ah, mais t'as déjà regardé quelque chose comme ça, regarde encore des choses comme ça. » Fait que là, tu fais juste te promener dans un petit cercle. Mais des fois, quand tu veux en sortir, c'est comme si t'es noyé dans un contenu... Ce que je mentionnais à un moment donné dans ma thèse... dans l'autre siècle, c'est que c'est pour moi qui le disais déjà, mais je trouvais que ça avait du sens. C'est que, dans le fond, la tendance psychologique de l'individualisme, c'est le narcissisme. Et l'algorithme, en te mettant en boîte et en te disant, voici tes intérêts, voici ce que tu as cherché, voici ce que je te propose. On dit que ça devient comme une espèce de chambre à écho, mais ça renforce l'attitude narcissique chez l'humain. Oui, je comprends, parce que ça Moi, je pense ça. Voici ce que tu pensais hier. Qu'est-ce que tu en penses? Tel autre aspect auquel tu pourrais songer. Et tout ça, ça fait une espèce de chimie et ça renvoie l'être humain beaucoup qu'à lui-même. Oui, je comprends. Mais ça cause d'autres problèmes parce que l'être humain est un être grégaire qui a besoin de vivre de liens sociaux tangibles, et ça développe des problèmes aussi de santé mentale, de difficulté de communiquer d'une façon, rassurante pour lui-même, cette personne, pour elle-même, communiquer avec autrui, le sens d'une certaine initiative et tout. L'art nous permet cela. Sans être trop utopiste, là, mais de se mettre à l'épreuve, de créer, que ce soit au plan visuel, musical, c'est ta propre création. Évidemment qu'on a des influences d'un peu partout. Oui, ça. Moi, c'est Gauguin, Kandinsky qui m'ont beaucoup influencé. C'est un certain réalisme dans les arts russes et tout, mais... c'est quand même, comme l'a dit un autre sociologue, Luhmann, qui est très, très systémiste, là, très hermétique, mais qui dit quand même que l'être humain, c'est une unité psychique dont on ne pourra jamais découvrir complètement son intériorité. Les algorithmes, ils viennent chercher ça pas mal. Mais c'est là le défi. C'est là le défi. Oui, je comprends. Comprends-tu? De ne pas laisser pénétrer ces systèmes de contrôle social, finalement, auprès de soi. Et, mais tu sais, c'est ça, il y a quelque chose comme, que tu as nommé, tu sais, l'humain a quand même un besoin de connexion, tu sais. Et, tu sais, moi, je le vis... tu sais, parce que là, mettons, avec les Netflix, tout ça, le monde fait pourquoi j'irais au cinéma, pourquoi nanana, quand je suis dans le confort de chez nous, je comprends à 100%. Il y a aussi l'idée que ça commence à coûter de plus en plus cher sortir, mais il reste que j'ai vécu des moments vraiment intéressants quand on était dans un groupe à regarder un film, à vivre une émotion ensemble. OK. Tu sais, c'est souvent ces moments-là, tu sais, j'ai vu des films, des fois, j'étais tout seul dans la salle, mais c'est les moments où il y avait un grand public puis que tout le monde pleure en même temps, ou tout le monde rit en même temps, mais tu te sens partie, tu sais, tu sens comme qu'on est tous... Tu sais, puis le cinéma, tu sais, encore plus parce que c'est très intérieur, tu es dans le silence, tu regardes, mais tout le monde ensemble. Tu sens l'émotion se propager dans la salle, puis il y a quelque chose qui fait du bien à l'humain, tu sais, justement, ce contact-là, on en a besoin énormément, tu sais. Effectivement, on parle d'une espèce de communion, là, de groupe. Oui, c'est souvent le terme. On parle de les sentiments, un événement magique, finalement, qui se passe, là, et tout. Peut-être que ça se vit aussi actuellement avec le hockey. On se retrouve en groupe, on va au match de hockey. C'est sûr que les séries, on le sent. Là. Il y a comme soudainement du monde qui n'écoute pas trop le hockey, qui se
Ouais. Ben justement, il y avait un match mardi. J'étais allé chez un ami que sa copine, il y a des amis qui sont venus, mais eux, le hockey les intéressait pas trop, mais le fait de l'écouter en groupe, il y avait cette énergie-là. Je pense que de voir les 2-3 vraiment passionnés qui crient, ben ça, il y a un effet comme... Je pense qu'il fait du bien à l'âme. Juste, on partage un moment de plaisir, surtout là avec le sport, ben, je pense qu'on est purement dans un divertissement, dans un plaisir. Malgré que si Canadien perd, des fois, on est fâchés. Mais ça, c'est un autre problème. Mais il y a des événements artistiques aussi, puis des lieux de rencontre, comment dire, pour la danse et tout. Oui, c'est ça. Mais mon fils m'expliquait qu'aller danser aujourd'hui, c'est danser seul, au son de la musique... musique rave, là, je pourrais pas... ou autre. Là. Mais je lui disais justement, j'ai dit, cette connexion publique entre jeunes, moi, je l'ai revécu il y a 3 ans, à un moment donné, je me retrouve à l'île Saint-Martin. Puis quelqu'un qui habite là-bas m'amène dans un endroit, dans un village, puis il dit, je vais t'amener voir des gens qui dansent le merengue. OK? Il ouvre les grandes portes de métal, puis c'était tous des jeunes en couple qui dansaient. Je me disais, waouh, ça existe encore. Si on parle d'une communion, d'une façon de se solliciter entre jeunes, de se creuser, de vivre la connexion, une certaine sensualité, je pense qu'il y a des différences aujourd'hui par rapport à... Nécessairement, mais tu sais, il y a un retour... bon, c'est souvent des danses en ligne, mais tu sais, les bars country, les danses country, il y a comme un regain, là, tu sais, là, il y a comme beaucoup de gens qui sont attirés vers ça. Bon, c'est une certaine danse seule, mais qui se fait... en harmonie. En harmonie. Tout le monde fait le même geste un côté de l'autre. Fait qu'il y a comme un... Mais on n'est pas dans le rapprochement. Ben c'est ça. J'imagine que quand tu vas danser dans un endroit où il y a la musique qui t'incite plus à danser en solitaire, comparativement à la danse en ligne, c'est un peu comme enrégimenté. Il faut faire... Oui, c'est ça. OK, il y a un modèle à suivre. Tout le monde suit le modèle. Alors que la danse en solitaire, ben c'est toi qui s'éclates. L'expression de toi-même, oui. Mais la danse en couple, ben les deux s'éclatent, mais ils s'influencent mutuellement, là, pour le pas et tout. Là. Il y a une danse comme le tango, c'est extraordinaire, mais en tout cas, c'est le rapport au corps qui a changé. Là. Ça existe ailleurs encore. Hein, si on parle en Espagne et tout, là, c'est encore très populaire. Mais il y a sûrement aussi... parce que j'ai l'impression, tango, mettons, tu me dis quand on va danser, je pense, dans ma tête, il y a une courbe d'apprentissage. C'est que la danse en ligne... faut que tu ailles, faut que tu suives. Il y a quelqu'un qui est là, puis tu le fais en même temps. Tandis que le tango, le merengue, je serais comme, je sais pas comment danser ça. Il y a peut-être aussi cette gêne-là qui est là au début, mais... Je dois t'avouer que moi, la danse en ligne, j'ai déjà essayé, mais je deviens très paresseuse. Je suis plus un atome libre, fait que j'ai de la difficulté à suivre. Exact. Mais... Sans préjugés. Ah non, mais non. Sans préjugés. Non, mais... Puis là, on parlait de lieux de rencontre, puis il m'est revenu en tête, ça fait quelques semaines, peut-être quelques mois, il y avait une étude en France qui est sortie, j'ai vu ça dans la presse. Il faisait un rapprochement, puis je sais pas si c'était des sociologues qui ont fait, j'imagine, mais qui ont fait un rapprochement entre la fermeture des bars tabac, surtout dans les petits villages, et la montée d'une droite un peu plus extrême, je vais dire. Mais ils l'ont fait sur des dizaines d'années. Ils ont vraiment comme suivi un peu c'est ça, les dates de fermeture de ces lieux, parce que des fois, dans les villages, c'était la seule place qu'il y avait de rassemblement. Tu sais, que le monde pouvait aller là, prendre un verre, jaser, discuter, puis là, ces lieux-là commencent à disparaître. Il commence à manquer ces lieux de rencontre-là. Et ils ont fait un certain lien avec la montée du vote vers... le parti de Le Pen, là, j'ai oublié le nom, là, en France, qui est un parti un peu plus droite, je ne vais pas dire extrême, mais qui est comme, en tout cas, j'ai vu ça récemment, je trouvais ça quand même intéressant. Comme, honnêtement, dans le fond, là, on parle des bars à tabac, les gens où boivent leur café, ils boivent leur petit apéro et qui fument. Ouais. OK.
Honnêtement, cet article m'a échappé. Ouais, non, c'est ça, mais... Comme hypothèse, je ne sais pas, mais il me semble que moi, j'avais lu que la réglementation en France sur l'usage du tabac dans ces lieux-là était proscrite. Ouais, Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est une question que je pose. Alors, évidemment que ça a un effet. Si les gens étaient là pour discuter, ils sont très politiques, les Français. Oui, c'est ça. Puis c'est plus un lieu pour discuter politique, de leur journée qu'ils viennent de passer à leur travail. Aucune idée. Non, désolée, Mathieu, non, mais c'est correct. J'aimais ça parce que j'avais ça en tête. Mais eux, leur prémisse, c'était pas tant... enfin, quand ils finissaient, ils disaient que c'est pas qu'ils voulaient la réouverture de bar tabac. Ils disaient pas de fumer, mais que c'était l'absence, en fait, de lieux de sociabilité. C'est ça, de lieux où on pouvait juste aller, surtout dans les plus petits villages où il n'y avait pas 10 000 options. Fait que c'est là qu'ils disaient, là, ça tombait dans un certain individualisme, peut-être, qui amène... Oui, en fait, l'individualisme, puis c'est-à-dire que les gens, dans leur besoin de communiquer, se font disperser. Oui, c'est ça. Se font disperser par les réseaux sociaux. Exact. Tu peux de chez toi communiquer. On le voit très bien dans les réseaux, pour les réseaux de rencontres. Même des gens de mon âge aujourd'hui, ils se rencontrent, à ce que j'ai compris, dans les réseaux via les réseaux de rencontres. Mais ce que ça fait, l'Internet, par contre, c'est que, comme on disait tantôt, c'est que ça t'amène, tu vas être tombé rapidement à parler à du monde qui vont nécessairement plus penser comme toi. Les chambres d'écho se créent. Donc, il y a moins ce challenge d'idées-là, de confrontation. Je dis confrontation, mais on peut discuter puis pas être d'accord politiquement, mais justement d'avoir deux visions qui parlent. Non, mais moi, je pense qu'il faut faire ça. Mais si c'était dans un forum où tout le monde... dit, on a toute la même idée, fait que c'est ça. Fait que ça renforce aussi ces écarts-là, je pense, entre les gens. Il y a une étude qui est sortie là-dessus, puis qui énonçait que dans les réseaux de rencontres, il y a beaucoup de gens qui trichent au sujet de leur présentation, de leur profil. Oui. Chez la femme, les photos, des fois, divulguaient une image d'une femme qui avait un certain âge, mais lorsque les gens se rencontraient, elle avait une autre apparence, une personne un peu plus âgée, disons ça de même. Pour ce qui est des hommes, c'était en lien, je pense, avec leur présentation de carrière. Je m'excuse encore, là, je ne pourrais pas te répondre. Mais ça incite aussi l'humain à se conter des histoires. Ouais. C'est pas grave si je ne mets pas toute la réalité de ce que je suis. L'important, c'est de croiser la personne et essayer de la séduire. Ouais, c'est Mais il y a une dimension qui reste toujours. Les 3 premières minutes sont très déterminantes souvent dans une rencontre. À moins que tu sois fragile en termes d'influence, là, ça se passe il y a une assez intuition rapidement. qui est toujours là, je pense. Moi, je veux dire, on va y aller anecdotiquement à parler de moi, mais je l'ai vécu. J'étais sur des applications de rencontres, puis parce que ce qui arrive aussi, c'est que c'est très rapide. Tu vois des photos. Fait que c'est souvent un coup d'œil, je la trouve jolie. Malheureusement, c'est ça. C'est fait pour ça. Puis après ça, tu as le profil. Mais le profil, souvent, en dit très peu. J'aime voyager, j'aime ça. Bon, ça me dit quoi sur toi? Fait qu'il y a quelque chose de quand même assez plastique dans le comme... OK, je la trouve jolie. Ah, OK. Oui, non. Mais après ça m'est arrivé souvent d'arriver à une rencontre en présence. Puis c'était pas la personne des photos. Ou c'était des photos qui dataient de 10 ans. Puis là, tu fais... fait qu'il y avait ce choc-là, t'arrives, tu fais comme, mais c'est pas ça que je pensais. Ça, c'est l'action sociale affective. Ouais. C'est-à-dire que si je ramène mes propos à un précurseur de la sociologie, un sociologue allemand, Max Weber, on est vers le début du 20e siècle. En Allemagne. Lui a développé une thèse sur la sociologie de l'action. Donc, l'être humain et ses subjectivités. Donc, en société. Il a élaboré 4 types d'actions. Tu as l'action traditionnelle. Donc, dans sa vie courante, l'individu va reproduire certaines traditions. Tu as l'action affective,
comment l'être humain est affecté dans ses interactions dans la vie quotidienne. Ça peut être la dispute, découvrir un beau visage. Donc, émotivement, à des degrés différents, affecté. OK. Mais il y a l'action aussi, il y a deux catégories d'actions dites rationnelles. Il y en a une qui est basée sur la finalité, c'est-à-dire je fais ça pour atteindre ça comme objectif. Tu as l'autre action qui est la rationnelle, OK, basée sur les valeurs. Alors, on est des êtres de valeurs, on nous enseigne des valeurs, on nous transmet des valeurs et inconsciemment, on les reproduit dans nos gestes de la vie quotidienne. Dans une société comme la nôtre, OK, lorsqu'on parle des valeurs, j'entends souvent dire « il n'y a plus de valeurs ». Non, les valeurs dominent encore dans une société, mais ce sont des valeurs beaucoup plus axées sur la valorisation de soi, réussir sa carrière, qu'est-ce que le rapport amoureux, etc., etc. Et il y a quand même des valeurs qui chapeautent ça. Hein, des systèmes de valeurs qui chapeautent ces valeurs intermédiaires, importantes, mais enfin, qui sont des valeurs qui sont largement véhiculées aussi par la société de consommation. Ouais. Hein? La société de consommation, mais aussi via la mode, comment se présenter socialement. Donc, la beauté. Alors, c'est certain que hommes, femmes aussi, peut-être à une échelle différente, on est capté par la beauté de la personne. Une beauté qui est quand même standardisée en termes de modèle. Oui, c'est ça. Avec un visage symétrique, des traits particuliers. Donc, je pense qu'on est tous pris avec ça. Mais ce qui est important, c'est de s'en dégager à certains moments. OK. Qui je suis, comment je peux explorer mon intériorité dans la créativité. Et aussi, ça c'est très heureux aujourd'hui, la sociologie est désormais partiellement, mais c'est un beau début, enseignée au secondaire. OK. OK? Puis ce que la sociologie permet, c'est de dire, je suis une personne, un être humain, mais regarde autour de toi ce qui t'influence. Quand on connaît les sources d'influence, on peut des fois les déjouer et les remettre en question pour mieux se comprendre. Oui, c'est ça. Parce que ça, je ne sais pas si je fais un parallèle correct, mais tu sais, ça me fait penser de... Moi, quand j'étais jeune, tu sais, il y avait beaucoup de styles, je reviens à la mode, mais tu sais, si tu étais punk, tu sais, il y avait plein de styles. Puis tu sais, souvent, mettons, je prends les punks par exemple, tu sais, souvent ils vont dire, on suit pas les standards du grand groupe, de mode, de vestimentaire. Mais quand ils arrivent dans ce groupe-là, tout le monde se ressemble. Oui. Parce qu'ils ont des codes très forts. Puis des fois, ça me faisait rire, tu sais, l'espèce de la contradiction de dire, ben non, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, mais non, c'est la même casquette, le même truc. Dans ce sous-groupe-là, c'est juste qu'ils se séparent d'une mode... la mode dominante, mettons, là, mais je trouvais ça drôle, des fois. Il y a des modes qui, aujourd'hui, des styles vestimentaires et d'apparence qui démarrent souvent dans des mouvements politiques. Okay? Le mouvement punk, c'est né en Angleterre et tout, de la dénonciation de la pauvreté, etc., etc. Mais souvent, ces modes-là, qui sont issus d'un certain militantisme, sont récupérés par l'industrie de la mode. OK? Alors, mais les gens ne s'en rendent pas compte en soi. Donc, à ce niveau-là, tu sais, je pense le carré rouge. Le carré rouge, là, on en voyait partout à Montréal il y a 15 ans à peu près. Oui, c'est ça, c'est l'anniversaire. OK, c'est militantisme pour les droits de scolarité et tout. Et dans la mode est apparu des looks avec les carrés rouges, mais qui sont devenus... On est revenu à la chemise karaté rouge, à carré rouge, comme tel. Mais c'est aussi... on le voyait des fois dans certaines publicités, un carré rouge, un tag rouge, c'est récupéré comme ça. Mais l'industrie de la haute couture demeure quand même un vecteur
qui impose des styles en soi. C'est l'élite, c'est le mouvement élitiste. Ouais. Mais ces modes-là, en sociologie, il y a Zimmel, qui parlait beaucoup, a développé une perspective sur la sociologie urbaine, parce que la mode, ça part surtout des grands centres urbains et tout. Et à ce niveau-là, si on parle d'une mode mondiale, mais en milieu urbain, on a besoin, on est très, très différencié dans notre façon d'être, on communique peu dans l'espace public, mais on a besoin de se différencier comme tel, mais l'élite est là pour nous suggérer des looks vestimentaires, puis inconsciemment, on les adopte. Ouais. Donc, ça revient à ce que tu disais, différenciation. Ouais. Hein, dans ton look, tu as un style punk ou autre, ouais. Et uniformisation en soi. Donc, tu te différencies, mais finalement, c'est lié à un certain mimétisme. Tu imites quelqu'un en quelque part ou un groupe en quelque part qui t'influence. L'être humain, on est dans une société qui est déjà organisée, hein? Donc, on dit souvent les individus naissent et meurent, mais les institutions restent. Alors, il y a un héritage dont héritent nos enfants en termes de normes sociales, de valeurs. Ils vont en régénérer, en récupérer, en créer des nouvelles. C'est le phénomène générationnel aussi qui... Ouais. Mais on ne peut pas s'en défaire de la société. Je m'excuse. Non, c'est ça. C'est toujours là. Mais c'est essentiel. C'est essentiel, hein? Parce qu'on est un être de potentialité. On vient au monde avec... c'est pas notre biologie en soi, mais on a des potentialités. Ces capacités-là, elles doivent être cultivées, s'épanouir dans un cadre de vie en soi. Mais comment la société nous amène à s'épanouir c'est le cadre de vie qu'il faut observer aussi. Comment il vient nous chercher, les ressources qu'il nous offre. Okay. En soi, on a beau dire qu'on est dans une société démocratique, mais il y a encore les inégalités sociales, économiques, la pauvreté. C'est ça. La pauvreté a des incidences sur la qualité de vie en soi. Oui, exactement. Puis l'espérance de vie même. Oui, puis on n'est pas tous avec les mêmes chances dès le départ. Non. Tout le monde a un potentiel, mais c'est d'avoir les conditions c'est aussi ça. Pour... Comme je disais aux étudiants, on n'a pas tous accès à la même rampe de lancement. Oui, c'est ça. C'est une belle image. Belle image. Le temps avance très vite. On a très peu parlé d'art, en fait, finalement. Mais donc, rapidement, l'art, dans le fond, je ne sais pas si on fait un retour sur Trace. Est-ce que pour toi, c'était comme un... comment tu l'as vécu, en fait? Je trouve ça très, très... très positif, là, pour ce qui est de mon cheminement artistique. Oui, c'est ça. Okay? Parce que, tu sais, on a tous la potentialité, le potentiel d'être artiste, mais si on décide de le devenir, socialement, c'est une autre histoire. Okay. Alors, j'en connais, moi, qui font des tableaux, qui créent des œuvres, des sculptures, mais qui, moi, Lucie, j'expose jamais, ça m'intéresse pas. Mais c'est via l'art, j'avais un besoin de m'afficher, hein? Ouais. Donc de divulguer ce que je pense, ce que je veux dire, et aussi de me faire, rassurer dans « Oui, Lucie, c'est intéressant ce que tu fais. » Oui, c'est ça. Alors, Trace, ce que ça permet, c'est évidemment, ça permet de faire reconnaître des artistes en voie de professionnalisation, parce qu'il y a toute une démarche institutionnelle là-dedans. Ouais. Il y a un statut de l'artiste professionnel. Et à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est un soutien important, intéressant, et qui nous encourage beaucoup dans notre démarche en soi. Donc, si ce n'est que le balado, verbaliser ce que je veux dire, ce que je pense, je trouve ça tout à fait intéressant. Et j'encourage beaucoup d'autres artistes là, à s'inscrire à titre de candidat futur dans ce programme. Et est-ce que ça t'a aidé? Parce que, tu sais, comme je disais plus tôt, c'est que quand je t'ai rencontré, je te faisais parler, tu sais, il y avait déjà tout ce discours-là sociologique. Tu sais, il y avait quand même une grosse réflexion, mais est-ce que ça a quand même aidé peut-être
enligner des choses ou avoir des trucs dans ton art que tu n'avais déjà pas trop réfléchi. En termes de cheminement de carrière ou de cheminement artistique, oui, c'est ça, de style. Moi, ce que ça me permet de voir et de comprendre, c'est que de me confirmer, finalement, de me rassurer, c'est que finalement, j'ai un style très éclaté. Oui. OK? Comme présentation visuelle, esthétique et tout. Mais la commissaire m'a quand même dit, non, Lucie, tu as ta signature. Elle est là, oui. Moi, je la vois pas, mais d'autres la voient, puis d'autres l'ont reconnue aussi. OK. Puis en ce moment, à la Maison Tressler, Trace me permet d'exposer une exposition solo. J'ai 31 tableaux. Hein? Une vingtaine d'entre eux traitent d'un thème panorama futur du canal Beauharnois. Ouais. OK, imaginez le canal Beauharnois, ses berges, les êtres humains qui évoluent, la végétation, la faune dans 150 ans. Alors, ça me permet de confirmer que quand j'avais débuté ce projet-là, c'était en lien avec une démarche de médiation culturelle, artistique. Et à ce niveau-là, ça me permet de connecter les deux. Ouais. Amener les gens qui ont participé à développer un certain sens de l'agentivité, c'est-à-dire avoir le sentiment d'accomplir de quoi. Parmi ces gens-là, il y en a qui n'avaient jamais fait cet exercice de faire un tableau puis en faire une petite présentation publique. Okay. Mais en même temps, mon souci, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui et comment envisager le futur de cette zone géographique qui, pour moi, est un microcosme à étudier beaucoup au plan social, industriel, économique, naturel, là, dans le sens faune et flore. Et qu'est-ce qu'on va léguer à nos jeunes? Parce que c'est quand même un espace que c'est une zone agricole qui a été complètement éventrée. Ouais. Hein? Au début dans les années 1930 et tout. Ils ont complètement éventré le territoire. Ils ont déboussolé une façon des choses, la faune, la flore. Ils ont exigé à ce que des gens quittent leur terre, qui étaient là depuis des générations. Bref, il y a un certain traumatisme. Mais il y a une résilience qui est derrière ça. Et c'est ça que j'essaie d'exposer à travers ce style, mais dont les œuvres sont très différentes les unes des autres, je trouve, en termes de signature. Ouais. Mais en voyant, moi, j'ai pas vu toute l'étendue. Il y en avait quelques-uns chez toi, puis je voyais quand même... Il y a quelque chose, je ne serais pas capable de le nommer, là, oui. Mais du coup d'œil que j'étais là, je voyais quand même un univers là, qui se vivait bien ensemble. Mais on est déjà à la fin, ça a été... ça a passé vite. Mais je vais inviter les gens à aller voir peut-être le petit topo, il est sur YouTube, que j'avais fait sur toi, en fait, qui montre un peu le côté, on va voir la peinture, on va voir un peu le geste, là. Pour complémenter. Pour complémenter, oui. Oui, c'est ça. Allez voir ça. Mais sinon, c'est ça, je dois vous dire un gros merci de vous être déplacé. J'ai adoré parler de sociologie, puis je trouve ça, c'est ça, de se faire, de se faire challenger sur des... C'est pas quelque chose qu'on discute souvent. Je trouve, la sociologie. En tout cas, pour moi, peut-être pas pour vous, parce que... c'est plus discuté dans les milieux académiques. Oui, c'est ça. Disons ça de même. Mais en tout cas, en souhaitant que mon message passe, pas en termes de morale, mais c'est de l'importance de l'art puis de la sociologie. Mais évidemment que en venant ici, avant ça, j'ai repris... une conférence que j'ai présentée, puis j'ai retravaillé des choses, puis je veux publier des articles à ce sujet-là, c'est certain. On va suivre ça. Oui, Un gros merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accueilli.